On est au Salon du Livre qui normalement a lieu à Palexpo, mais dans le contexte actuel du Covid, la ville a dû dispatcher les différents intervenants dans différents lieux sur les 3 jours ou 4 jours, je ne sais plus, que se déroule le Salon du Livre. Et donc aujourd'hui, dimanche, on est à l'Utilibus de Carouge pour rencontrer Zep. Et Léonie Bischoff. Exactement. La raison de notre présence est donc celle-là. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Zep et Léonie Bischoff pour parler de cul. Hein, on va parler de cul, de fesses, de bites et de nichons, hein, je le dis ouvertement. Et on va parler de tout ça en dessin. Et c'est une conférence que je me réjouis de présenter parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le 9e art à propos de cette thématique. Et on va l'aborder, et où je suis encore plus heureux, c'est que Zep a un style, on va dire, qu'on connaît tous, et Léonie aborde cette thématique avec un autre style qu'on va vous présenter. Je pense qu'on peut y aller directement. Vous avez commencé il y a quelques années la série Happy Sex. Donc j'ai une question qui est directe. Zep, est-ce que vous êtes, ou est-ce que vous vous considérez comme un pornographe ? Comme pornographe, non, justement pas. Je trouvais que l'envie de faire Happy Sex, c'était même pour répondre à une sexologue que j'avais entendue à la radio et qui disait ne laissez pas le sexe aux pornographes. Et qui était une sorte d'appel aux artistes de dire créer du récit, créer de la fiction autour de la sexualité, parce que pour finir, l'approche majoritaire qu'on a de la sexualité, c'est la pornographie. Puis maintenant, avec Internet, c'est devenu tellement envahissant que c'est assez, on le voit beaucoup avec les questions qu'on a récoltées autour du guide du désir sexuel, que pour les enfants, leur apprentissage sexuel, leur éducateur sexuel, c'est la pornographie. Donc c'est vachement important de raconter d'autres histoires, qu'elles soient humoristiques ou pas d'ailleurs, fantastiques. Moi je trouve que les contes aussi, c'est quelque chose qui est vachement intéressant d'être utilisé comme style narratif dans l'érotisme et même dans la pornographie. Mais sortir de disons, ce style, si on peut dire, de la pornographie habituelle, qui est toujours la même chose avec un scénario de plus en plus réduit. Vous vous inspirez de quoi quand vous faites les planches Happy Sex? J'essaie de me dessiner, quoi. J'ai un miroir dans ma télé. Non, j'essaye pour Happy Sex de collecter des anecdotes pour en faire des histoires. C'est pas toujours la meilleure anecdote qui fera la meilleure histoire. Parfois, il vaut mieux en inventer une. Il y a de l'imaginaire, il y a des choses que je suis allé collecter à gauche à droite sur le chat. C'est un sujet qui est hyper riche, en fait, et dont on a... moi j'ai l'impression d'avoir besoin de rigoler, parce qu'il est souvent... c'est aussi un sujet de problème, d'engueulade, de conflit qui est hyper fort entre les amants, qu'ils soient hommes et femmes ou du même sexe. Et donc c'est important de pouvoir prendre un peu de distance et s'amuser aussi de ça. Est-ce que vous vous inspirez de choses qui vous sont arrivées à vous? Oui, bien sûr, ouais. Je ne vous dis pas lesquelles. Titoff, face à toutes ces nouveautés, on va dire, 2020, parce que c'est quand même un des protagonistes du guide du Zessi, il réagit comment, lui? Titoff, il est toujours celui qui comprend le moins, je pense. Qui comprend le moins, et puis c'est son rôle, pour finir, d'être un peu perdu de service. Je pense que c'est rassurant quand on est enfant, qu'on lit un guide, déjà de se rendre compte qu'il y a des questions qu'on aurait bien aimé poser, mais on pensait qu'elles étaient peut-être un peu trop débiles, et puis elles sont écrites dans ce guide, et de voir qu'il y a un personnage qui comprend encore moins que eux les réponses. Parce que c'est un âge où on n'a pas envie de poser une question, puis si on la pose à notre place et qu'on répond, on a tout de suite envie de dire « je savais ». Alors que non, souvent on ne savait pas, donc ça fait du bien de savoir qu'on n'était pas le seul à ne pas savoir. Et puis je pense que Titoff, il a ce rôle de compagnon un peu nul, quoi, qui est toujours plus nul que nous, donc c'est rassurant.
C'est un succès gigantesque, hein, le guide du désir sexuel. Il a accompagné, vous me l'aviez dit, hein, il a accompagné plusieurs générations. Comment vous expliquez que ce soit un bouquin qui a traversé les générations, puis traversé aussi les classes, l'école, les professeurs? Comment vous expliquez qu'il soit toujours là et toujours important? Je pense que parce que ce thème est vraiment important, en fait, beaucoup plus qu'on l'imaginait. Quand on a sorti la première édition, c'est vrai qu'il y avait une petite, je sais pas quelle frilosité, mais il n'y avait pas un enthousiasme phénoménal de l'éditeur qui disait mais au fond, les enfants, est-ce que ça va vraiment les intéresser, est-ce que ça va les intéresser? Et moi j'étais persuadé que ça les intéresserait, mais je me disais mais est-ce que les enfants vont oser aller dans une librairie et dire bonjour, j'aimerais un livre dont le titre comporte le mot sexuel. Je trouvais que c'était quand même assez, il fallait quand même être assez audacieux pour faire ça, pour aller oser acheter un bouquin comme ça. Moi j'aurais pas osé à 8 ans, 10 ans demander bonjour, j'aimerais le guide sexuel, j'aurais dit j'aimerais le guide violet, etc. Donc l'idée c'était que ça ressemble à un album de Titeuf pour que ce soit moins un manuel d'éducation sexuelle. Vous l'avez abordé comme un vrai manuel d'éducation sexuelle qui est... Ouais, vraiment. On voulait que ce soit le plus... Enfin, on voulait que ce soit exhaustif, mais on voulait prendre les questions des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une ossature de manuel en disant voilà, on va parler de ça, de ça, de ça, de ça, parce que c'est important que les enfants sachent ça. On a collecté les questions d'enfants et souvent les questions qui nous semblaient, qui font un peu sourire les adultes, auxquelles les adultes ne répondent pas, des fois. On rigole, c'est bien, c'est mignon. Mais qui sont des vraies questions. Et la BD est un bon moyen de le faire, apparemment. La BD est un super moyen de le faire, ouais. Il y a des histoires, j'ai l'impression que c'est le support où on est le plus libre par rapport à la pudeur. Votre bouquin, Anaïs Nin, alors peut-être que les gens ne le connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez vite le présenter, présenter ce que vous avez fait, est-ce que vous avez voulu raconter en adaptant, on va dire, les journaux intimes d'Anaïs Nin, qui était une écrivaine? Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la personne d'Anaïs Nin. Je résume très vite, c'était une autrice qui est née en 1903, qui a commencé à tenir un journal intime dès l'âge de 11 ans, qui était née en France, qui était plutôt francophone, qui a ensuite vécu aux États-Unis, qui est devenue anglophone, qui parlait aussi espagnol, mais qui du coup ne parlait réellement aucune de ces trois langues, qui faisait toujours des fautes. Donc elle avait déjà une sorte de langage un peu rien qu'à elle. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché dans sa vie à trouver plus d'espace que ce que la société dans laquelle elle vivait lui permettait de prendre. Donc que ce soit au niveau de sa créativité, elle voulait être une femme écrivaine, elle voulait prendre sa place dans ce milieu encore très très masculin à cette époque. Et puis aussi, elle a vraiment eu toute sa vie une quête de liberté amoureuse, sensuelle. Pardon, elle a cherché à explorer différentes facettes de sa personnalité en se confrontant, y compris physiquement, à des hommes très différents. Et donc tout au long de sa vie, elle a eu une multitude de relations qui étaient souvent à la fois amoureuses et créatives, et qui l'ont fait grandir et personnellement et créativement. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est justement c'est indissociable en fait sa vie privée de sa vie professionnelle. Elle a vraiment nourri toute son œuvre de son expérience, et en même temps, c'est le fait d'écrire qui va la pousser à vivre des choses. Parfois, elle le dit même, elle va se mettre dans des situations juste pour avoir quelque chose sur lequel écrire ensuite. Et voilà, c'est une autrice avec une voix très très particulière qui m'impressionne depuis longtemps. Et elle a une réputation très sulfureuse. Elle est surtout connue pour avoir écrit des nouvelles érotiques, qui étaient en fait des commandes qu'elle écrivait à $1 par page, et qui sont, à mon avis, vraiment pas du tout aussi belles que les pages qu'elle peut écrire dans le journal. Mais elle est surtout connue pour ça et pour sa relation avec Henri Miller. Et les biographies sur elle sont hyper jugeantes, hyper moralisatrices, et ça m'énervait beaucoup de voir à quel point elle était méconnue et souvent un peu pathologisée, infantilisée. Et il faut admettre qu'elle a des grosses failles artistiques. Elle a vécu un inceste enfant de la part de son père, elle a ensuite vécu volontairement un inceste à l'âge adulte, toujours avec son même père. Donc il y a des choses psychologiquement très intrigantes effectivement, mais elle a été beaucoup réduite à ça. Et moi, en la lisant, je ressentais vraiment une espèce de feu créatif qui m'inspirait beaucoup, et j'avais envie de lui rendre hommage. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né cet album. Et votre album, il raconte vraiment sa quête du désir, hein, depuis vraiment le début qu'elle écrit les journaux intimes jusqu'à des
des virements dans sa vie qui sont quand même assez forts, hein, c'est touchant. Il y a beaucoup de sexe, mais vous ne le montrez jamais. Comment vous avez abordé toute la question de la sexualité dans son album? Ouais, ça a été un des principaux challenges en fait de cette BD, parce que dans ses journaux, elle parle de sexe par moments de manière assez imagée, mais en même temps, c'est toujours un peu poétique, un peu flou. Elle n'est jamais justement dans la pornographie. Je parle de ses journaux, du coup, pas des nouvelles érotiques. Et j'essayais justement de rendre quelque chose où on soit au plus près de son ressenti à elle. Et il y a cette notion d'avoir un regard féminin, une expression du désir féminin, qui n'était pas du tout courant à l'époque où elle écrivait et qui est encore malheureusement trop rare aujourd'hui, même si ça se développe dans plein de médias différents. Et du coup, d'avoir aussi un regard porté sur le corps des hommes. Et du coup, ouais, de changer un peu ces rôles où d'habitude la femme est toujours l'objet du désir et l'homme le sujet désirant. Et elle arrive vraiment à se mettre dans ses écrits et dans sa vie en position de sujet et à passer parfois de l'un à l'autre parce qu'elle se prête aussi volontiers à cette position de muse avec certains de ses amants, mais elle se sert aussi d'eux comme de muse. Et du coup, il y a vraiment une sorte de... Elle se met sur pied d'égalité avec beaucoup des hommes avec qui elle travaille et a des relations amoureuses. C'est un peu ce que j'essayais de rendre. Et après, visuellement, effectivement, j'ai beaucoup mis des guéridons devant les sexes, effectivement. Enfin, en l'occurrence, des fleurs ou des vagues ou des choses comme ça. Mais je voulais vraiment éviter un côté trop frontal. Je voulais éviter la BD, l'imagerie érotique qu'on a dans la BD que j'ai pu lire ado. Même s'il y a des choses très belles, je pense à des Manara, des trucs comme ça qui sont magnifiques. C'est un dessin incroyable, mais on sent très fort que c'est fait par un homme pour des hommes. Et là, c'était pas le propos, donc j'ai essayé d'éluder un peu. Le but, c'était quand même que ça soit excitant ou pas, au final? Est-ce que vous avez quand même recherché ça de votre point de vue, ou est-ce que vous avez aussi pensé au lecteur pour que, quand ils le lisent, ils le ressentent? Alors, je cherchais plus à ce qu'on ressente un trouble, mais pas une excitation réelle. C'est pas du tout une BD à but masturbatoire. C'est vraiment pas dans ce sens-là de la pornographie. C'est plus... je cherchais plus un érotisme ou quelque chose qui est presque plus profond. On va dire que ça se situe plus dans tout le corps et pas juste dans les parties génitales. Quelque chose comme ça, une excitation plus presque mystique ou je sais pas, un truc qui donne envie d'être amoureux ou d'être en tout cas très attiré par quelqu'un, mais pas forcément envie de se toucher maintenant tout de suite, quoi. Change pas de main, ça vient. Elle a dit meilleur titre quand même. Elle a dit meilleur titre. Je crois qu'on a la voix.